Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14h30. Nous allons débuter tout à l'heure avec notre invité Victor Ventolo, le président de la CPME. Bonjour. Bonjour, monsieur Zandonis. Plus tard, on va recevoir Luc Jean-Marie, président de l'association Nouvelle Voie. Avec lui, on va parler de l'instant Fouillapin, parce que vous savez que Fouillapin apprend ballon en Guadeloupe et c'est tant mieux. Ça en fait au moins un fruit qu'on peut, un légume, fruit qu'on peut consommer de chez nous. José Tourlepin sera aussi avec nous à la fin du ZCL. Sinon, l'actualité, vous le savez, c'est le nouveau maire, on veut dire la mairesse de Gouzier, la grosse surprise hier. Une séance de cinéma adaptée pour les personnes autistes. On va en parler avec Olivier Félix. L'inauguration de la résidence Sony Rupert à Pointe-à-Pitre était bien attendue. On en parle aussi. Et le retour des jeunes du tournoi d'IMIC. Les jeunes Guadeloupéens sont partis en Espagne jouer un tournoi de foot. Et ils ont été pas mal. Donc, on va parler de tout ça. Et puis, bien évidemment, on aura le focus du jour. Et puis, on va parler aussi, on va revenir un petit peu sur Kawikera One Love, vous savez, ce festival qui a eu lieu à Capesterre Bello, sur la plage de Roseau. C'était un petit peu inattendu. Ben voilà, c'est fait. Voilà un peu ce qui fait le sommaire. Alors, je voulais dire, on va recevoir le président de la CPME. Il n'est pas seulement président de la CPME, parce qu'on le connaît aussi au numérique à la CCI. Et Victor Ventolo avec nous, il est président de l'association des commerçants de Descriland. Avant de parler de la CPME, je voulais vous poser une petite question. Au niveau des commerçants, ça va mieux à Descriland? Alors, au niveau parce qu'il y a eu la crise, on se souvient. Je me souviens, vous avez reçu à l'époque. Bien sûr. Tout était gris. Tout était gris à ce moment-là, mais pour tout le monde. Alors moi, j'avais la fonction, j'ai toujours d'ailleurs la fonction de président de l'association des commerçants de Descriland. Donc, je me battais particulièrement pour les commerçants de Descriland qui m'avaient élu. Disons que nous n'avons plus aujourd'hui de problème de Covid. C'est une évidence. Oui. La société ne sait même pas que ça a existé à un moment donné. Par contre, nous avons toutes les conséquences de ce qui se passe dans le monde. Oui. La guerre en Ukraine, l'augmentation, l'inflation scandaleuse des prix de tout, de l'alimentaire, mais de tout le reste, du transport, etc. Et nous sommes, nous les commerçants, de manière générale, mais également ceux de Descriland, nous sommes les derniers maillons de la chaîne qui devront répercuter ou endosser toutes les augmentations que nous avons et toutes les crises, tous les problèmes d'approvisionnement. Qui l'eût cru? Nous sommes en rupture permanente de tomates, de salades, qui vient du monde entier. C'est hallucinant. Alors, j'ai un exemple que je connais bien, c'est le prix des concombres. J'ai vu les concombres passer de 99 centimes à pratiquement 4 € le kilo. Oui, comment expliquer ça? Alors, il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer ça. D'abord, la production locale. Moi, je suis un fervent défenseur, j'ai eu l'occasion, M. Zandonis, de le dire sur ce plateau et ailleurs, je suis un fervent défenseur de la production locale. Fervent. Mais malheureusement, la production locale, souvent, n'est pas assez organisée. Et pas assez organisée veut dire ne pas pouvoir produire suffisamment en quantité. D'abord, on n'a pas beaucoup de terres, mais en plus de ça, produire en quantité pour alimenter la consommation locale. Derrière, nous avons une population qui regarde exclusivement le prix, souvent, malheureusement, et je le déplore, et qui préfèrent acheter des ignames du Costa Rica, voilà, des ignames du Costa Rica qui coûtent moins cher. Oui. Mais pourquoi coûte-t-il moins cher? D'abord parce que c'est une immense production, parce que là-bas, il n'y a pas de prix de minimum de salaire, voilà, etc., etc., etc. Et donc, nos producteurs, j'allais dire nos petits producteurs, mais j'aime pas dire ça, nos producteurs locaux ont un seuil minimum à partir duquel, en dessous duquel ils ne peuvent pas vendre pour exister. Et donc, forcément, la production locale peut coûter plus cher, mais je dis toujours aux consommateurs, attention, bon marché qui a coûté cher. Et acheter toujours le prix le plus bas. Je comprends les problèmes de la ménagère, du pouvoir d'achat, je comprends tout ça. Mais attention, nous avons des enfants. Ces enfants vont devoir faire des stages demain.
Vont-ils faire des stages en Australie, en Pologne, ou vont-ils faire des stages dans nos entreprises? Ces stagiaires demain seront des salariés. Où vont-ils être employés? Vont-ils être employés dans des multinationales aux quatre coins du monde, ou veulent-ils trouver un emploi chez nous? Parce qu'on dit toujours, les jeunes doivent rester chez nous, c'est déplorable que les jeunes s'en vont. C'est vrai. Oui. Mais quel débouché leur donne-t-on? Or, l'alimentaire est un des débouchés pour nos jeunes. Si on ne fait pas attention et qu'on continue systématiquement à acheter le moins cher, eh bien, nous aurons un problème très sérieux sur nos entreprises locales. Oui. Alors, il y a un autre problème, je vous avais dit deux petits mots là-dessus, parce que c'est un vieux débat qui revient périodiquement, suppression de l'octroi de mer. Alors, je vais être très clair là-dessus. Nous avons été, la CPME Guadeloupe a été interrogée comme toutes les grandes organisations pour participer à ce débat. Il y a une partie des gens qui pensent que l'octroi de mer est source de vie chère. Et donc, ils disent allègrement que le gouvernement fait partie de ça, d'ailleurs, qui dit il faudrait remplacer l'octroi de mer par la TVA, comme ça coûterait moins cher. Moi, ça me fait éclater de rire. Dans le meilleur des cas, voilà, ça ne tient pas la route. 3 secondes. Remplacer une taxe par une autre taxe, en quoi cela ferait-il baisser le prix de vente? Il faut être sérieux 2 minutes. D'autre part, ça enlèverait la souveraineté fiscale de la région, car le patron de la Guadeloupe, c'est le président du conseil régional. Oui. Et ça enlèverait cette souveraineté en la remettant entre les mains du gouvernement qui, selon son bon vouloir, redistribuerait. Alors, cette année, on a perçu 1 milliard, mais l'année prochaine, il faut des restrictions budgétaires, donc on ne vous redonne que 800 millions. Coupe, et puis l'année d'après, c'est 600 millions, etc. Enfin bon, voilà, c'est pas cohérent. Nous, on veut, à la CPME, nous sommes extrêmement attachés à ce que la recette fiscale reste en local. Pour l'autonomie du président de la région, le patron, et également pour l'immense, enfin pour tous les Guadeloupéens qui en bénéficient. Je rappelle que les recettes de l'octroi de mer, entre autres, dans les communes, voilà, vont dans les communes, etc. Mais d'un autre côté, une chose est dite, et là-dessus nous sommes intransigeants, nous l'avons dit fortement, l'octroi de mer, OK pour un dépoussiérage, OK pour tout ce qu'on veut, toilettage, etc., mais l'octroi de mer doit rester en Guadeloupe. Voilà, point très. Alors, parlons un peu de la CPME, puisque j'avoue que c'est une structure qui est un petit peu fatiguée, c'est au moins que je puisse dire. Alors, est-ce que vous allez rebooster un peu cette CPME? Alors, je ne dirais pas qu'elle était fatiguée. Je dirais qu'elle a subi de nombreux remous dans les années précédentes. Elle a été reprise, pardon, il y a 3 ans de ça, et l'ancien président a fait ce qu'il a pu pour la remonter. Et il faut le féliciter d'avoir fait le boulot qu'il a fait. Oui. Aujourd'hui, on veut donner un vrai nouvel élan à la CPME. Aujourd'hui, on veut plus d'adhérents, parce qu'on ne va pas à la guerre sans soldats. Donc, il nous faut une structure forte, avec des adhésions, avec des chefs d'entreprise. Vous savez que la CPME est la meilleure représentation du tissu économique de la Guadeloupe, puisque la CPME représente les petites et moyennes entreprises. Et chez nous, c'est 99% des entreprises. Il n'y a pas d'entreprise du CAC 40 chez nous, il n'y a pas de multinationales chez nous, et tant mieux. Donc, notre tissu est composé de ça. Et aujourd'hui, on a besoin de plus d'adhérents, on a besoin de faire entendre une voix forte, une voix qui porte, une voix qui va dans le sens des petites et moyennes entreprises. On a besoin de redonner de la liberté aux chefs d'entreprise. Vous savez, avez-vous déjà essayé en tant que chef d'entreprise, comme l'immense majorité de nos entreprises, on fait tout. On fait de la publicité, de la communication, de la comptabilité, on gère le personnel, on va à la production. Bon. Et en même temps, on reçoit des documents, par exemple, de l'URSSAF. Impossible de joindre l'URSSAF. Oui. Vous téléphonez, c'est un répondeur, c'est impossible. Oui. Vous envoyez un mail, il y a un accusé réception, il n'y a rien qui suit derrière. Et en même temps, vous devez gérer votre entreprise. Vous ne pouvez pas aller sur place, il n'y a personne qui vous reçoit. C'est un casse-tête chinois, c'est un enfer. Quand on écoute le patron, le directeur de la sécurité sociale, par exemple, il dit tout va bien.
Moi, je dis tout va pas bien du tout, mais du tout. Il suffit d'interroger n'importe quel petit chef d'entreprise pour savoir que ça va pas bien. Eh bien, une des fonctions, un des rôles que la CPME va devoir assumer bientôt, eh bien, c'est de tenter, en tout cas, de mettre en place une liaison entre ces grands organismes où tout est dématérialisé aujourd'hui, on s'en flatte, pas moi, et nos entreprises, nos petits chefs d'entreprise qui ne savent pas à quel sein se vouer. J'ai reçu à titre de petit chef d'entreprise, enfin de chef de petite entreprise, pardon. J'aime pas les petits chefs d'entreprise, j'aime bien les chefs de petites entreprises. J'ai reçu un commandement à payer une amende, soi-disant parce que je n'avais pas payé ma facture. Sauf que je n'ai jamais reçu la facture. Voilà, c'est ce qui arrive le plus souvent. Voilà, et donc je conteste ça en disant, mais moi je veux bien payer, mais vous ne m'envoyez pas la facture, donc comment je peux payer? Je n'ai jamais eu de réponse, donc les frais s'accumulaient. Il se trouve que la CPME a un représentant sur place qui m'a conseillé d'écrire au président de la Sécurité sociale, chose que j'ai fait, pour contester ça. Eh bien, à la sortie, on m'a enlevé, parce qu'évidemment, j'étais de bonne foi, on m'a enlevé mon amende, mais on m'a laissé 5 € d'amende. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai 5 € d'amende. Alors que j'ai prouvé ma bonne foi, je ne peux pas avoir 5 € d'amende, puisque j'ai prouvé ma bonne foi, que j'ai payé, etc. Mais j'ai quand même 5 € d'amende. Alors évidemment, vous imaginez bien que je n'ai pas été contesté 5 € d'amende, puisque c'est le temps que ça m'aurait pris, j'ai payé les 5 €. Mais vous voyez ça. Sur le principe même. Sur le principe, oui. On ne peut pas ne pas avoir de réponse d'un organisme qu'on fait vivre. L'URSSAF vit avec nos cotisations. Donc on ne peut pas ne pas avoir de réponse de l'URSSAF. Il faut qu'on ait des réponses. Et c'est possible ça? Je croyais bien, M. Zandonis, que je vais faire tout mon possible pour ça. Ça doit être possible. Vous savez, pendant le Covid, nous avons mis en place à Destreland, puisqu'à l'époque, c'était ma seule casquette, en tant que président des commerçants, nous avons mis en place une ligne téléphonique et mail dédiée pour tous les... avec la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, donc l'État, pour gérer tous les dossiers de remboursement de Covid. Vous savez, les fameux documents qu'il fallait renseigner pour obtenir l'aide de 1 500 €, 10 000 €, etc., etc. Nous avions un interlocuteur privilégié pour Destreland. Pourquoi l'URSSAF ne pourrait pas mettre en place une ligne dédiée à la CPME ou à d'autres organismes? Pourquoi ils ne pourraient pas mettre ça? Je vais me battre pour ça, M. Zandonis. Bon courage, parce que c'est un combat qui va être... ça va être un gros combat, mais un combat historique, mais enfin, j'espère que vous allez le gagner. Je l'espère pour tous les chefs d'entreprise de la Guadeloupe, parce que si on gagne ce combat-là, entre autres, mais il y en a d'autres comme ça, si on gagne ces combats-là, on va arranger la vie des chefs d'entreprise qui pourront se consacrer à leur boulot. Et on va en même temps redorer le blason de l'URSSAF et de tous ces organismes. Parce qu'en fait, le but du jeu n'est pas de les embêter. Oui. Pas du tout. Le but du jeu, c'est de pouvoir travailler de concert afin que, un, les chefs d'entreprise soient libérés de toutes ces contraintes, et deux, que l'URSSAF récupère ses sommes. Et ma foi, que tout aille mieux. Voilà, c'est ça le but du jeu. Alors, j'ai quand même envie de vous poser la question, puisque je vois quand même qu'il y a des chefs de petites entreprises qui sont au MEDEF. Comment vous expliquez ça? Alors, très facilement. D'abord, par l'absence de la CPME durant de trop nombreuses années et par certaines divagations antérieures. Mais je veux pas tellement parler du passé, ça n'a plus beaucoup d'importance. Le MEDEF est un organisme extrêmement respectable qui défend les intérêts des chefs d'entreprise et qui a des lignes directrices claires, ce que la CPME d'avant n'avait pas. Je comprends parfaitement que des chefs de petites entreprises aient choisi d'aller au MEDEF. En plus, ils ont un patron remarquable, qui est M. Blandin, pour se faire défendre. Aujourd'hui, on leur propose une alternative. Il ne s'agit pas de faire la guerre entre le MEDEF et la CPME. Ce n'est pas du tout le but du jeu. Le MEDEF dépend un certain nombre d'entreprises, et très bien d'ailleurs. La CPME va défendre d'autres entreprises. On est plus axé sur les petites et moyennes entreprises. Donc, théoriquement, naturellement, on devrait pouvoir rallier ces chefs de petites entreprises à nous.
Alors, dans j'ai envie de dire, le paysage des entreprises de la Guadeloupe, petites ou grandes, souvent la question de l'eau se pose. Beaucoup de petites entreprises, ou même des moyennes, qui ont besoin de l'eau, que ce soit un boucher, que ce soit un restaurateur, etc., sont confrontés à ce problème-là. Est-ce que la CPME aura la force nécessaire, j'ai envie de dire, pour aller ouvrir le robinet? Monsieur Zandoni, je ne pratique pas la langue de bois. Le problème de l'eau en Guadeloupe est un scandale. C'est qu'une personne de plus qui le dit. Oui. Mais c'est un scandale. Plus ça va, moins on a de l'eau dans les robinets. Mais il y a 10 ans, on avait plus d'eau dans les robinets qu'aujourd'hui. C'est scandaleux. Pourtant, on a un préfet de l'eau. Il ne manque pas d'eau en Guadeloupe. Il ne manque pas d'eau en Guadeloupe. C'est scandaleux. Au niveau du mètre cube par habitant, on a autant d'eau ici qu'en France. Mais bien sûr, c'est scandaleux aujourd'hui, malgré toutes les mesures qu'on nous a annoncé, parce qu'encore une fois, moi, je suis comme tout le monde, j'écoute les informations, j'entends ce que les autorités me disent, ce que le CMGEAG dit, etc. Théoriquement, ça devrait aller de mieux en mieux, ça va de mal en pis. Aujourd'hui, à certains endroits, on n'arrive même pas à remplir les citernes pour ceux qui ont les moyens d'acheter une citerne. Parce qu'encore une fois, c'est un investissement. C'est autour de 5 000 € pour remplir une citerne. Encore faut-il habiter un endroit où on peut la mettre. Si on habite en appartement, on ne met pas de citerne. Si on habite au 6e étage, on ne va pas la mettre sur le toit, la citerne. Tout le monde ne va pas mettre ses citernes sur le toit, etc., etc. Donc, un, c'est un investissement financier. Deux, tout le monde n'a pas accès à ça. Et trois, mon Dieu, mais l'accès à l'eau est obligatoire et essentiel pour une population. Là, je ne parle même pas de chef d'entreprise, je parle de population. Comment un restaurant fonctionne sans eau? C'est impossible. Comment une école fonctionne sans eau? C'est impossible. Une clinique. Même. Une clinique, un hôpital. Comment... Et puis derrière, on apprend que des gens auraient saboté des tuyaux. Mais comment les qualifier? Ils sont irresponsables, juste irresponsables. Parce qu'encore une fois, qui colle-t-on sur ça? Mais on colle le Guadeloupéen moyen. C'est nous tous qui sommes là. Enfin, nos milliardaires, si nous en avons, j'en sais pas, ont des citernes chez eux, ont des moyens de s'approvisionner en eau. Enfin, soyons sérieux 2 minutes. Le petit commerçant, le petit restaurateur, on l'empêche de travailler, on met des gens au chômage technique derrière, c'est de la folie. Est-ce que la CPME aura les moyens de le faire? Croyez bien qu'on va se battre. Mais en tant que citoyen, d'abord et avant tout, avant d'être chef d'entreprise, on est citoyen, et puis également en tant que chef d'entreprise, parce que moi je pense à tous ces restaurateurs. Quand j'entends M. Woody Nayana, qui est le patron du syndicat des restaurateurs, se plaindre de ça, mais j'ai envie de lui apporter tout mon appui, et j'ai envie de lui dire, Woody, on sera avec toi, on va défendre la cause. Je ne sais pas encore comment on le fera, parce qu'il y a plein de gens qui ont essayé avant nous. Voilà, donc je n'imagine pas un seul instant, et je vous le confirme, je n'ai pas de baguette magique, mais en tout cas, on va se battre. On va se battre pour ça. Vous êtes pointois, je crois. Je suis pointois et fier. Alors, je suis obligé de vous le dire, quand on se promène dans les rues de Pointe-à-Pitre, on voit beaucoup de magasins fermés, beaucoup d'entreprises fermées qui n'ont jamais ouvert depuis le Covid et qui sont là. Est-ce que c'est une crise qu'il y a? Est-ce que c'est de l'endettement? Est-ce que c'est les fameux prêts fiscaux qui ont été accordés, qui n'ont pas pu être remboursés? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? En fait, le problème des centres-villes, parce qu'on parle beaucoup de Pointe-à-Pitre, et moi, évidemment, je me sens très proche de ce qui se passe de Pointe-à-Pitre, comme vous l'avez dit, parce que je suis Pointe-Trois, et puis parce que j'ai également des commerces à Pointe-à-Pitre, à titre personnel. Mais c'est le problème de tous les centres-villes. Alors, Pointe-à-Pitre, c'est bien plus important, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de villes aussi sales que Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Voilà, vraiment, c'est nous avons, je pense, mon avis est le suivant, c'est une situation que personne ne découvre aujourd'hui. C'est une situation qui date de plusieurs dizaines d'années, qui n'a fait que se dégrader au fil des années. Et qui n'a pas arrêté de se dégrader. Et qui n'a jamais arrêté de se dégrader. Beaucoup de gens tirent sur le maire actuel, mais ce n'est pas de sa faute. Mais ce n'est pas de sa faute. Il a hérité d'une ville extrêmement endettée, il ne peut pas investir.
Et puis, il y a tout le reste autour. Il n'est pas responsable du fait que la ville ne soit pas nettoyée. C'est de la compétence de Cap Excellence. Lui, peut-être voudrait-il rajouter des camions ordures, mais avec quel argent? On a pendant des décennies fait exclusivement du logement social en Guadeloupe, donc très peu d'impôts, très peu de taxes foncières, très peu d'impôts, etc. Ben, on paye le résultat aujourd'hui. On parle de Pointe-à-Pitre en tant que ville commerçante. Mais il faut être clair, Pointe-à-Pitre, c'est la rue Frébeau aujourd'hui. Et c'est pas Pointe-à-Pitre. Nous avons connu un Pointe-à-Pitre où il y avait Frébeau, Nausière, Schellcher, rue Bois-Neuf avec les banques, les grandes administrations, etc. La Poste sur le boulevard. Toutes les grandes administrations ont quitté Pointe-à-Pitre, ont disparu. Le CHU bientôt, qui est le dernier établissement, le pauvre dans son état, va également quitter Pointe-à-Pitre. Nous n'avons plus aucune administration à Pointe-à-Pitre. Nous sommes de plus en plus à Pointe-à-Pitre envahis de commerces illégaux. Moi, je me demande toujours comment peut-il y en avoir autant sans contrôle, parce que quand on est légal, on a plein de contrôle. Moi, j'ai ouvert une entreprise il y a 6 mois de ça. 2 semaines plus tard, j'avais un contrôle de la répression des fraudes pour savoir si tout était bon. Or, ces entreprises-là, manifestement, vendent des choses qui sont illégales et continuent. Et puis, il faut aussi dire, parce qu'il faut être cohérent, il faut essayer d'être juste. Beaucoup de commerçants n'ont pas fait l'effort de rénovation de leurs magasins. Ce sont des magasins qui datent, il faut le dire. Oui, c'est vrai. Qui ne sont pas attractifs pour la population. À côté de ça, on a des centres commerciaux. Je ne suis pas là pour faire la guerre entre les deux. Moi-même, j'ai des intérêts dans les deux. Donc, ce n'est pas ça le but du jeu. Mais il faut aussi comparer les choses. Quand un client vient dans un centre commercial, il n'a pas de problème pour stationner. Sa voiture ne sera pas rayée. Voilà. Il trouve des places. Il est dans un centre climatisé. Théoriquement, il ne se fait pas agresser. C'est propre, c'est nickel. Les magasins sont neufs. Bon, ça donne quand même un peu plus envie. Je leur déplore pour ma ville, parce qu'encore une fois, je suis Pointe-3, je reste Pointe-3. J'aimerais que Pointe-à-Pitre soit plus dynamique. Mais pas beaucoup de commerçants font des efforts de rénovation de leurs magasins. Beaucoup de commerçants vendent les mêmes choses en tirant les prix toujours vers le bas. C'est tout à 5 €. Il y en a un autre qui va passer tout à 4 € et l'autre tout à 50 centimes. Et bientôt, on va vous donner 10 € pour acheter quelque chose dans le magasin. Ça ne donne pas forcément envie. Les trottoirs sont ce qu'ils sont. C'est pas ça qui va empêcher les gens de venir. Quand on va à Antigua, les trottoirs ne sont pas mieux. Vraiment, les trottoirs ne sont pas mieux. Par contre, le client est respecté à Antigua. Est-ce que nos clients sont toujours respectés? Est-ce qu'on les accueille correctement? Est-ce qu'on donne envie? Regardez ce problème de bateaux de croisière qui ne débarquent plus à Pointe-à-Pitre. J'entends des gens dire « tant pis pour ces messieurs ». Non, tant pis pour nous. Tant pis pour nous. C'est nous qui perdons. Est-ce que nos magasins sont ouverts quand les bateaux de croisière arrivent? La réponse est non. Les dimanches, etc. Voilà, la réponse c'est non. Toutes les villes de la Caraïbe, le week-end, on peut faire des Exactement, exactement. Partout en Guadeloupe, partout dans la Caraïbe, on peut faire des achats, mais partout dans le monde. Et d'ailleurs, nos propres compatriotes qui voyagent font des achats le week-end. Ils en profitent. Il y a des week-ends commerciaux organisés dans les îles de la Caraïbe et ils y vont. Mais chez nous... Même tout près à Saint-Martin. Bien sûr, absolument. Donc, les commerçants aussi sont responsables d'une partie de cette situation. Victor Manitolo, merci pour ce premier contact en tant que patron de la CPME. Merci, on va vous retrouver, on vous laisse, disons, 3-4 mois. On va vous revenir dans 3-4 mois. Ce sera avec grand plaisir. Prenons rendez-vous là-dessus. Les choses ont bougé, parce que je sais que c'est un combat qui va être compliqué. C'est un combat compliqué. Vous souhaite bonne chance. Mais je suis jeune. Oui, mais pas lagué, comme on dit. Allez, bravo. Merci beaucoup. 12h58, on prend la première. On se retrouve tout à l'heure avec notre prochain invité, Luc Jean-Marguet, tout de suite.
Voilà, il est exactement 13h03. Nous avons dit, nous allons recevoir dans un instant Luc Jean-Marie, le président de l'association Nouvelle Voie, parce que l'instant Fouillapin, depuis l'année passée, nous avons force là. Et c'est nécessaire parce que la Guadeloupe besoin Fouillapin et nous besoin de plus en plus développer ça. Nous pouvons parler de ça dans un petit moment. Pour l'instant, nous avons fait un tout dans l'actualité, puisque l'actualité c'était hier aux élections nouveau maire, c'est qu'on est mort, on est à 6 mois, il y a un paquet théorique à fonctionner, puisque j'ai fait constat, enfin bref. Et faut les nouveaux maires. Alors, le nouveau maire, on avait donné un nom, et final de compte, résultat des courses, comme on dit, c'est Mme Montoute qui est devenue maire. C'était hier soir, c'était en direct sur le canal. On regarde un petit extrait de ce qui s'est passé hier soir au Gosier. 3 candidatures ont été déclarées. M. Baclé ayant obtenu 16 voix, Mme Montou, 17, nombre de suffrages exprimés, 33, majorité absolue, 16,5. Mme Montou est élue au premier tour. Ça me fait tout à fait plaisir d'être le nouveau maire de la commune du Gosier, la ville du Gosier. Je suis en plus la première femme qui est maire à Gosier. Donc c'est avec plaisir que je serai toujours là pour faire avancer le Gosier, pour continuer les projets entamés et pour que la quiétude, la sérénité règne sur le Gosier. Je voulais dire à la population qu'il faudrait qu'on soit rassemblés et apaisés. Le Gosier a eu beaucoup de turpitude ces temps derniers, mais là, je suis effectivement aux commandes pour pouvoir, je suis une femme de consensus et j'espère arriver à réunir tous les élus de la majorité, de la minorité, afin qu'on puisse travailler ensemble pour faire avancer le Gosier. Bien, ben, ça n'a pas été facile. Hier soir, coup de bouteille était parti, tout le monde. Enfin, bref, l'élection a eu lieu. Alors maintenant, Mme Montoute est bien de voir succéder à Cédric Cornet et qui laisse un héritage, comme on connaît au Gosier. Et on peut dire que les choses ne seront pas toujours aussi faciles qu'on le pense. On continue à dérouler l'actualité, une séance de cinéma adaptée pour les personnes autistes, puisque vous savez, c'était la journée des autistes hier. Il y a beaucoup de Guadeloupéens, d'enfants, de jeunes qui sont autistes. Et d'une manière générale, on a tendance à les mettre de côté. Quoi qu'un autiste sont il ne va faire rien, c'est pas vrai. L'autiste a la capacité de comprendre, d'apprendre. Même, il y a des écoles spécialisées. Et quand on leur donne les moyens, mais il y a des autistes qui se développent. On regarde un peu ce petit reportage sur une séance de cinéma spécialement pour les autistes. Première pour le Cinestar et avec grande joie puisque effectivement cette journée internationale de l'autisme que nous essayons de porter depuis quelques années, l'association Tous en Bleu s'est rapprochée de nous et c'est avec joie que nous avons accueilli cette initiative avec des séances tamisées, la lumière douce, le son baissé au maximum, mais de sorte qu'ils puissent quand même prendre plaisir à suivre cette séance. Vraiment, on est ravis. En effet, c'est une première aujourd'hui. Je suis très très fière que notre association, nous ayons pu mettre ça en place. En effet, aujourd'hui, on a dans une salle des personnes autistes, autant des tout petits que des adolescents et des adultes. Et je suis vraiment émue, je pense que ça se voit à mon visage, qu'on ait pu mettre cela en place avec le Cinestar. C'est pour moi vraiment un réel plaisir d'ailleurs, mais ainsi à l'association Tous en Bleu de m'avoir conviée à cette manifestation, parce que c'est vrai, l'autisme est une maladie qui est très commune, surtout en Guadeloupe, et c'est important, surtout lorsqu'on représente la Guadeloupe, de pouvoir être présente aux côtés de ces personnes atteintes de cette maladie. L'association est vraiment très bien organisée autour des enfants et notre personnel a été sensibilisé en amont grâce à un membre de l'équipe du Cinestar que je salue, Michael, qui a vraiment pris le projet à bras le corps et donc a coordonné la sensibilisation. Aujourd'hui, le personnel que vous voyez a été sensibilisé, donc les plannings ont été ajustés aussi en fonction. La programmation s'est adaptée pour les accueillir en cette période de vacances scolaires. Il faut trouver la bonne fréquence sonore, la bonne intensité pour que les personnes autistes se sentent bien, qu'ils puissent entendre convenablement, mais en même temps ne pas être envahis par le stress à cause du son qui serait trop fort. Donc il y a ça, il y a le dispositif aussi lié à la luminosité.
être dans la nuit totale, ça peut être terrifiant pour une personne autiste. Et être en plein jour, on ne regarde pas le cinéma avec une salle éclairée, donc il a fallu trouver la bonne lumière. Je dois dire aussi qu'on a sensibilisé le personnel, donc tout le personnel du Cinestar est prêt à accueillir des personnes autistes, qu'importe que ce soit dans cette séance ou dans une prochaine. On appréhendait un peu la lumière et le son, mais on voit que ça se passe très très bien. Donc je pense que pour les futurs dessins animés arrivés, donc Sonic, vice-versa, je pense qu'on pourra remettre l'opération pour les enfants autistes et leurs familles. Je pense que vu le succès de la manifestation et vu l'organisation de l'association, c'est une opération à refaire, à renouveler, pourquoi pas chaque année, voire même on discutait avec l'association d'organiser des séances de temps en temps, parce que c'est vrai que ce type d'activité, d'action manque et que le cinéma plaît beaucoup à tous les publics, donc y compris aux personnes en situation d'autisme. Je pense qu'il faut vraiment continuer à valoriser ce type d'initiative. En tout cas, le Cinestar commence déjà à faire un premier pas et c'est encore en développement, je pense, et les institutions ainsi que toutes les entreprises qui voudraient aider devraient continuer en ce sens à aider toutes ces personnes et à valoriser ce type de manifestation. Voilà, tout semble, c'était hier, vous avez vu le nombre de personnes dans la salle, ça veut dire que le nombre d'enfants autistes, c'est très important. On va changer de sujet puisqu'on va parler un petit peu de Fouillapin. Je vous l'ai dit depuis une année, ici, chaque semaine, chaque quinzaine, nous recevons quelqu'un de l'Instant Fouillapin. L'Instant Fouillapin, c'est une association de Nouvelle Voix à lancer, une initiative que Nouvelle Voix a lancée il y a quelque temps de ça. Nouvelle Voix, depuis plusieurs années, se bat pour battre Fouillapin à plus force. Et il y aura un bel chemin, puisque ça a commencé petit à petit. Tout le monde Guadeloupe dans l'école commencé à manger Fouillapin, à redécouvrir Fouillapin, pour ça, il ne pas te connaître. Et au niveau de l'agriculture, les gens commencé à replanter Fouillapin, peut-être pas au assez, mais ça qui vient. Et justement, le président à Nouvelle Voix avec nous, M. Luc Jean-Marie. Alors, quelle nouvelle association là? Eh bien, nous avons la preuve, avant d'arriver côté ici, ben, je dis moi pas oublier remercier Danick Zandonis et Canadis de façon générale, hein, parce que, en fait, si on parle de Kabla Fouillapin là aussi, et on ne peut pas comprendre qui Jean et mission là ni écho là-dedans en Guadeloupe. Et ça a fait nous plaisir parce que ça permet nous de sensibiliser, de faire travail là, faire en sorte que Fouillapin, il reprend du bouteille. Ah, pour ça, il reprend même. Ah, il reprend. Et nous peut dire ça. D'ailleurs, c'est comme ça nous avons intitulé prochaine manifestation, nous, eh bien, Fouillapin, devant. C'est que ça. Bon, alors, il faut nous parler d'un petit concret. Alors, en tout cas, de cette année-là, bon, nous commencé à planter Fouillapin. Ouais. Mais d'après ça, quasiment, chaque mois, on quasiment pas on y assez quand même. Ah, pas on y assez. Et d'ailleurs, c'est pour ça, là, nous arrivons, nous parler de ça tout à l'heure, des projets à nous. Si, justement, si quantité Fouillapin, etc. Mais c'est vrai que, là, on a regardé, hein, on t'a dit Kamanché, et nous avons constaté que, de plus en plus, ni gens qui sont rentrés dans ce combat-là, et pas longtemps découvert une jeune madame qui est en grande entreprise justement qui a fait farine à Fouillapin. Ouais. Donc ça veut dire, et lui-même de dit nous, qu'il a gourmé pour y trapper Fouillapin. Ouais. Il a organisé, hein, effectivement, mais ça peut suffire. Et il faut qu'il y ait une autre organisation pour permettre que Fouillapin arrive sans problème. Ouais. On doit bien comprendre qu'il n'y a pas moun qui a fait farine là, moun qui a transformé produit là, qui a cherché Fouillapin. Oui. Donc il faut ça organiser. Il faut filière, oui, en fait. Exactement. Ouais. Et c'est peut-être en ce sens ça nous pouvons parler tout à l'heure de intention à nous, d'objectifs à nous, de mener ça juste là. Oui. Parce que nous, effectivement, assez souvent, nous avons parlé de Fouillapin à manger. Mais on peut aller plus loin que ça. À part rien qui mange, ni ébénisterie, par exemple. Monica fait bijoux, d'ailleurs, ni artiste aussi, d'ailleurs, qui travaille sur Fouillapin là, etc. Donc, ça veut dire que ni un terrain assez large pour nous bâtir. En fait, c'est une richesse que nous avons négligée, en fait. Nous avons négligé, effectivement. Ah, mais attention, nous, mais d'autre côté, des capotes de manœuvre. Mais oui, on ne prend jamais qu'il y a fait Fouillapin en
en porte déjà. En porte, absolument, absolument. Commercialisé. Et c'est pour ça, là, on entend le monde dire, ouais, mais nous, quand on recevoir fouille à pain à Japon ou Pérou, etc., on va dire, mais monsieur, ben, nous menons au travail. C'est les gens fouille à pain d'Europe et rentrer, c'est là nous menons au travail. Alors, nous avons demandé, en passant, si vous avez répondu ça, est-ce qu'il y a plusieurs qualités fouille à pain? Ni plusieurs qualités. Alors, attention, là, nous avons parlé de qualité. Sauver d'un côté scientifique, vous savez, nous avons distingué espèces et variétés. Alors, on peut plutôt parler de variétés là. Oui, effectivement, ni plusieurs. Nous, jardin nombreux, par exemple, fruits à pain frisés. Fruits à pain frisés. Nous avons d'ailleurs ce capacité. Pas nous avons découvert dans la région, notamment, Caranguez, etc. Mais ni ça lamenté aussi. C'est des fruits à pain jaune, fruits à pain blanc. Donc, c'est bonne variété là, ça n'est. Alors, il ne faut pas nous oublier que les fruits à pain entrés n'ont pas forcément tenu toute variété. Parce que le monde a dit que fruits à pain, c'est pas ni graines, etc. Il faut nous faire attention. Au départ, il y a peine de graines. Mais petit à petit, les noms mettaient main dans ça, eh bien, ils ont changé. Et les variétés commencent à changer. Et historiquement, c'est les variétés sans graines qui rentrent ici. D'accord? C'est pour ça, l'homme on trouvé par hasard en graines, il y a un mot, mais sous partie dans d'autres pays. Notamment Saint-Vincent, etc. Même en Polynésie, vous pouvez trouver des variétés comme ça. Donc, par conséquent, nous héritiers de ça parce que c'est ça qui est porté par nous. Il ne faut pas nous oublier, en période à l'esclavage, c'était au plus vite, peut-être nous. C'est ça qui permet de nous Ah oui. Il y a pas un crabe, même ça ne quoi faire du crabe, mais le crabe là aussi permettait esclaves. Absolument. De toute façon. Il était en bas mer. Et puis, son pied bas qui est résistant, et il a fait en l'eau. D'ailleurs, en renforcé, il a dit son nappe généreux. Donc, on peut fruits à pain, capoter un paquet de fruits à pain. Et il a arrêté en vie pendant longtemps. Donc, par conséquent, ces maîtres d'esclaves là, ils étaient contents. Et pas de go, il faut faire pour nourrir ces esclaves là. Alors, au niveau de ça, l'agroalimentaire, bon, j'ai eu l'occasion souvent des municipes, montrer nous avons l'OPIS qui est ouvert. On a parlé de farine à fruits à pain là. Bon, effectivement, pas une qui ça, nous avons fait à côté de la café bouquet en fruits à pain. Absolument. On commence à faire gâteaux, etc. Mais qui gens on a posé une question en tant que nouvelle voie pour organiser filière là pour de manière à ce que tout à l'heure là on sorti souvent on représente la CJPME en tout cas parler des concombres quand ça problème à la Guadeloupe c'est que les gens qui produisent pas produire assez au moment qu'il faut, qui fait que filière là bas organisé, fait les prix qui monter, qui flamber, moun qui acheter les produits extérieurs. Exact. On est raison et puis il faut pas nous oublier que tenir volonté de pas organiser non plus. Voilà, je pour te permettre aux produits de rentrer. Voilà. Et en tenant l'occasion de participer à un séminaire pas longtemps sur la restauration scolaire. Alors que le gouvernement là met en place la loi Egalim, que tout le monde connaît, pour imposer un pourcentage de produits du terroir, et bien c'est responsable de casino, et bien il y a un problème. Une fois qu'il y a un premier jet à production locale là, et bien après ça, il n'y a pas ni encore. Donc il y a un problème de production qui a posé réellement. Et c'est là qu'il faut nous faire attention. D'organisation à production là. Organisation. C'est très important. Pas ni assez production de façon générale. On ne peut pas s'ouvrir en tour de main, utiliser tout produit, tout kata en main, pas rien derrière. C'est en ce sens, ça nous voulait aller assurer en production pour longtemps, pour tout le temps à servir ça. À les cantines, en service à les consommateurs de façon générale. Alors, l'autre question, là, Kevin, combien de temps on peut y fruits à pain qu'à prendre pour y porter?
Alors, nous à l'aise pour dire ça, parce que le premier but, nous faisons nous planter, on fait imaginer. Eh bien, nous payons sans écrire, regarde, dit qu'on peut fier. 3 ans, il y a pas fier. 3 ans. Voilà. À ça, certain. Et derrière, le premier geste que nous avons fait, c'est planter derrière. Ça fait à Gédon, non loin de l'usine de carissage là. Et petit à petit, nous avons essayé d'observer qui a fait, qui Jean-Pierre Friapena a évolué, etc. De manière à ce qu'on ait plus d'éléments, si ça aura dit. Donc, par conséquent, il n'y a pas de problème si ça. Par contre, il a demandé en lot entretien, en lot surveillance au départ. Après une fois que Friapena a bâti, la preuve nous pas occupé d'elle, il a fait Friapena et les passants ont servi sans problème. Est-ce que ça veut dire qu'on est là, il faut nous commencer, quand on a planté banane, quand on a planté canne, commencer ou planter Friapena ou planter Friapena? Est-ce qu'il y a une terre pour nous planter Friapena pour aller dans le ballon là, on va dire là? Alors, justement, c'est ça. Nous avons essayé d'explorer toutes les possibilités, notamment nous montons expérience avec l'INRAE. Et nous avons regardé, est-ce que ça n'est pas plus intéressant de mélanger les cultures là? Par exemple, toute bordure en terrain à l'INA, il n'y a Friapena, mais en disant terrain là, il y a d'autres butins. Alors, pour qui raison? Alors, il y a des cas dit nous que ou pas rien savent. Juste à quand est là, les Friapena, ils sont distancés, ils ne sont pas rapprochés par ni champ Friapena, à part il y a nous deux mondes. Donc, ou pas savent avec les maladies. Donc, en général, là, on voit pied bois planté comme ça, il sujette à maladie. Donc, ça peut être une catastrophe. Donc, vaut mieux privilégier, dans un premier temps, nous pouvons trancher sur ça, mais c'est vers ça nous attendons. Vaut mieux planter Friapena, bordure, ou bien dans d'autres cultures, d'autres côtés, d'autres pieds bois, pour certains qui ont pas de problème à maladie. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous avons essayé de comprendre cette situation-là. En ce sens-là, ça nous a roulé. Alors, est-ce que lui, quoi senti quand même, je dis jour, consommation à Friapena pour un ballon? Ah, il pour un ballon. Alors là, ça clair et net. Et nous avons plaisir indicateur pour ça. Par rapport à les manifestations que nous avons fait de plus en plus, en cas 2019, nous faisons un colloque. Sincèrement, nous passons, nous disons 100 monde, nous bon. C'est un jeudi à 4 heures. Là où était 4 heures, nous étions à 400 monde. Et c'est vrai, et pas des moines, des monde vraiment qui sont intéressés par ça qu'on a dit, ça qu'on a proposé pour permettre que Friapena ait un petit peu plus devant. Et c'est très important. Et là, on regarde le nombre de monde aussi. Quand il est là qui a gros transformateur, eh ben c'est incroyable. Nous, on paquette. Et nous, on voit aussi un cas passé qui est intéressant, c'est Monica fait farine. C'est vrai que farine là, nous avons dit ça, les médecins ont dit, les spécialistes ont dit, farine à Friapena, il n'y a pas de gluten. C'est ça. Et de plus en plus, quand on voulait faire un pays, un autre, d'autre côté certainement aussi, mais qui a souffert, et pour ma gluten là. Donc, pendant longtemps, jeune homme, madame, ils disent, seuls gens étaient pétrapons solution, c'est manger Friapena sans réalité. On lui nous-mêmes manger pour me dire bien comme ça. Absolument. Donc, si bien que nous avons le monde qui rentrait dans le combat là et qui a fait des unités à Kazaï. Ça peut suffire, hein, parce que nous avons passé que faut ça mieux organisé et il n'y a pas qu'à couvrir le marché intérieur là. Et c'est vrai, assez souvent, on a crié, là, il peut trouver farine, etc. Donc, on a pensé qu'avant une bonne organisation, petit à petit, ça ne pas. Ça ne pas et ça est une ressource très importante. Ça nous a parlé de souveraineté alimentaire. Ça n'a pas suffi de dire ça, il faut préparer le consommateur là, préparer aussi jeunesse là surtout. Alors justement, j'ai envie de dire ça parce que je fais un travail assez important au niveau des jeunes Timoun dans l'école, même avec la CNBT, avec les professeurs, etc. Absolument. Donc, ça veut dire que c'est Timoun là qui a mangé Friapena, qui ni 10 ans pas te connaître Friapena.
Ça veut dire que petit à petit, on va consommer fruits à pain. Donc ça veut dire qu'il faut du fruits à pain après. Faut. C'est pour ça, à un projet à nous, justement, pour un magisement là, c'est un maillon à chaîne de valeur là, nous avons dit là. Il faut d'abord regarder où là, les fruits à pain. Ouais. Ensuite, garder effectivement, est-ce qu'il faut planter d'autres ou bien ni des champs, quoi, ouais. Alors, et en ce sens, ça, nous avons un projet que nous avons mis en place avec l'INRAE, justement, un projet, nous avons dit, de participation, de soulever, et qui permet que tout le monde a participé, famille a participé à l'entourage à Kazaï. Ouais. Il n'est pas obligé d'aller loin, compter combien de fruits à pain il y a à Kazaï, à quel moment il y a des fruits à pain, qui gosse à fruits à pain, etc. Et ces données-là, ça, nous pouvons traiter avec les chercheurs de l'INRAE de manière à ce que nous ayons un pilote, mais en cas concret, où nous pouvons impliquer famille là, association, timona dans le travail là, ça. Parce que pour moi, à répertorier quantité de fruits à pain, c'est très important. Mais alors moi, je pose une question là, où là il n'y a plus de fruits à pain? Oui. Est-ce que c'est grand fond? Grand fond, sinon l'eau. Parce que là, on va passer grand fond, fruits à pain. Fruits à pain. Mais en Nord-Bastère, là, plein aussi. Ouais. C'est pour ça que nous travaillons sérieusement avec la CNBT. Ouais. Il est très impliqué. Parce que nous avons pensé que d'abord, nous pouvons faire expérience là à petite échelle dans le bassin là, ça, Nord-Bastère, particulièrement aussi la Mantin, et étendre-nous en toute Guadeloupe. Il faut nous partir par là pour faire en sorte que fruits à pain là, vraiment, il peut balancer encore plus. Alors, le Gabon parti en TV quand même des petits mots à cette conférence qui a fait le 12 là. Absolument, absolument. 2 mots rapidement, parce que ça lié d'ailleurs. Oui. Parce que pour planter fruits à pain, il faut une terre, comme tu as dit. Justement. Et c'est vrai qu'en Guadeloupe, pour ma foncier là, à poser, et en temps pas longtemps, un jeune diplômé, d'ailleurs la Mantinoise, qui trappait un bon prix, en fait, en foire. Oui, à Fort de Paris, encore quoi. Fort de Paris. Ouais. Et des camarades, là, il peut trouver terre, il vise 5 hectares, etc. Nous croyons que faut nous discuter de ça sérieusement. Et c'est pour ça que nous avons invité tout Guadeloupéen le 12 avril en médiathèque matin pour nous parler de la situation là. Ça. Nous savons, contrairement à la Martinique, Guadeloupéen n'était. Et en particulier le conseil départemental. C'est Pigot propriétaire foncier. Et c'est nécessaire que le citoyen là dise qu'il a envie de faire. Et on a pensé que les élus, qui les oreilles assez fines pour écouter qu'un citoyen a dit, de manière à ce que nous ayons une véritable répartition. Parce que ni une réforme foncière qui fait, ni des intervenants qui ont tiré bilan à ça, garder ça, il n'y a fait. De même que ni un organisme qui a occupé des questions à terre, il y a aussi, il y a fait un gros travail de manière à ce que les communes trappent. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons invité le président de l'association des maires, Jocelyn Sapouti, pour dire non, Tibouin, qui a sa capacité en commune là, par rapport à terre que nous avons besoin. Parce que nous, en phase que nous passons, c'était les occupations de terre, mais on ne peut pas répéter ça à vie. Il faut situer en d'autres gens, il faut prendre d'autres dispositions et des débats qui permettent que nous éclaircissions toutes ces questions-là, ça, pour qu'ensemble nous voyons qu'il n'y a fait. Surtout qu'il n'y a fait, c'est ça qui est important. Alors, c'est la question du foncier, donc il y a l'EPF, l'établissement foncier qui est Vini, aux Mounien, que tout le monde connaît, en tant qu'ancien syndicaliste, mais aussi monde qui est très véatif à ces questions à terre et à l'agriculture qui est là. Jean-Marie Hubert, vice-président à la région, et Jocelyn Sapouti, et c'est une association Nouvelle Voie qui mettait conférence à Sadoubou, donc à rappeler, vendredi 12 avril, à partir de 6h du soir. Alors, il faut venir grand bonnet. Ah oui, grand bonnet. Pour trouver en place. Oui, en cas quoi que sont, on intéressant le monde. Absolument. Et il faut nous discuter
et de manière à ce que nous trouvons solution. Parce que de plus en plus, nous avons besoin de terre. Ah ben oui. On va parler d'autonomie alimentaire, Oui. Mais si tu es là, nous avons pas. Ok. Jean-Marie, nous dire merci. Ah ben, merci en pile. Et mais à notre soleil. Ok. Et au vendredi 12. Si question Afriapena notamment était là, en particulier. Merci de venir. Voilà, il est 1h28. Dernier rendez-vous tout à l'heure, c'est avec José Turlepin. Mais avant ça, nous fait focus là. Et parole à Jody Jo. Et puis nous aussi fait un petit l'entour. Ainsi, résidence Sonny Rupert qui inaugure hier au Soleil FVT sur place. On va en parler dans un instant tout de suite. Voilà, il est 13h33. Dans un instant, nous allons retrouver notre chroniqueuse Manjipon. Bonjour. Bonjour, Danick. Un bel petit mari-tête. Expliquez-nous avant de commencer, le petit mari-tête là. Alors, belle beaucoup beau, Marie-Hélène, c'est qui réalisait coiffe là ça. Ouais. Son invention, ils font un mélange à coiffe traditionnelle, mais décatier à don on sens plus moderne. Ouais. Donc, si vous voulez, ni tibrin à voile au vent, mais voile au vent là, capoté pas derrière. Donc, et là, il mettait si les côtés cantés, en même temps, il voulait sans on chatte. Mais oui. Mais la coiffe chatte, on coiffe qui sage. Et on coiffe que coiffe là, ça pas du tout. On coiffe qui sage, son coiffe matador. D'accord. Combien de tissu il faut pour faire ça? Pour ça, c'est en carré. En carré. En carré, 90 ou 90. D'accord. On se retrouve tout à l'heure. Nous allons parler de tout ça. Alors, d'abord, nous allons faire un petit tour. L'inauguration de la résidence Sonny Rupert, c'était hier. Solène fait vitesse sur place. On regarde. Je suis très heureux de participer à cette inauguration, de voir la transformation de l'ancien immeuble de la Folgue, une transformation d'une friche qui va permettre au point 3 d'accéder à une offre de logement comme nous le voulons, sur un quai qui est en train de se transformer avec des travaux que vous voyez à l'entrée de ce quai. Nous n'allons pas prétendre avoir initié cette opération qui a commencé depuis 2017, mais nous l'avons fait reprendre, comme beaucoup de chantiers qui étaient en panne à Pointe-à-Pitre. Donc nous ne boudons pas notre plaisir, c'est avec une grande fierté que j'ai participé à cette inauguration, surtout que l'immeuble va porter le nom de quelqu'un pour qui j'ai une grande admiration. Et j'ai cité un poème de Sonny Rupert, cet igname brisé qui est ma terre natale. Eh bien, quelle fierté pour ceux qui vont habiter là, car Sonny Rupert est un homme qui a donné beaucoup et qui a voué beaucoup d'intérêt au patrimoine guadeloupéen. Quand on lance ce projet en 2017, on prévoit entre 6 et 7 millions d'euros de budget. Et pour entre 6 et 7 millions d'euros de budget, on fait un bâtiment de 40 logements qui sont relativement grands, bien agencés, avec loggia, terrasse, vue sur le port. Alors, et sur la mer quand il n'y a pas un bateau de Costa qui est présent. Et voilà, c'est ce qu'on veut pour les habitants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut construire des choses qui sont parfaitement intégrées, où les gens se sentent bien et ils ne se sentent pas locataires d'un bailleur, mais habitants de leur quartier, et où ils peuvent rayonner, accéder aux services, au commerce. Voilà, pas dans la pampa, là où la vie se trouve. On a pu créer, voilà, dans cette enclave, finalement, 40 logements. C'est assez profond, je dirais, sur cette parcelle. Et alors, ça a été un projet aussi de longue haleine, puisqu'il a démarré en 2017, et il y a eu aussi des fouilles archéologiques ici. Et puis, donc aujourd'hui, voilà, on est très heureux de pouvoir proposer ces logements à des Pointois qui ont pu entrer progressivement depuis le début de l'année dans ces logements. Comme on vient de racheter le patrimoine de Pointe-à-Pitre, donc Bergevin, Mortenol, Louisy-Mathieu, l'idée c'est comment on fait en sorte que ces quartiers, qui ont des bâtiments très datés, avec des grosses problématiques structurelles, quand je parle de problématiques structurelles, canalisation, infiltration, résistance au séisme, etc., l'idée, c'est qu'on fasse des choses aussi bien pour les gens qui habitent dans ces quartiers-là. C'est une très grande opération de rénovation urbaine que va mener la SIG. Et ce qui veut dire qu'il va falloir aussi reloger, parce qu'il y aura de la réhabilitation, de la démolition, de la reconstruction. Donc voilà, toute possibilité de reconstruction est bienvenue, puisque la demande en logement et en logement locatif social est importante. Voilà, et donc la SIG est attachée à y répondre. Voilà, le week-end dernier, il y avait à Capesterre-Bello une manifestation musicale qui s'appelle le Karaokera One Love. C'est, je crois, la 7e ou 8e édition qui s'est déjà déroulée à Paris, à Trinidad, un peu partout. Et nous sommes rendus sur place, voir un peu ce que c'était.
cette organisation. On regarde ce reportage de Arnaud Galipo. Bienvenue à la plage de Roseau, où des milliers de festivaliers se sont rassemblés pour le Kawikera One Love. Un événement qui célèbre l'unité, la culture et la musique. Le festival, c'est un festival international. On a fait plusieurs destinations. Là, on sort de 2 fois Paris. On a fait Trinidad, on a fait d'autres destinations. Et là, on revient en Guadeloupe. Mais on a commencé en Guadeloupe. Depuis le début, on a toujours mis la scène d'Olo et c'est l'atout principal. L'expérience différente où les gens peuvent danser devant les plus grands artistes dans l'eau. D'ailleurs, les artistes viennent beaucoup pour ça et plébiscitent le festival par rapport à ça. La plage de Roseau est déjà magnifique. Là, les gens redécouvrent la plage de Roseau parce qu'au tout début, justement, les gens ils ont eu un peu peur, la plage de Roseau. Et depuis quelques jours, la plage elle est remplie, justement, et c'est très bien. Et franchement, on ne peut pas transformer et rendre jolie quelque chose de trop vilain. Elle était déjà belle, juste un tout petit peu de maquillage. Derrière ces festivités, la sécurité est une priorité majeure pour les organisateurs. La ville de Cap-Saint-Bello est très heureuse de pouvoir accueillir la Kawikera One Love, un festival de musique internationale, mais surtout qui offre un panel de musique large, de manière à ce que tous les publics s'y retrouvent. L'occasion pour nous donc d'avoir une manifestation de dimension sur cette belle plage de Roseau, de pouvoir faire le lien aussi donc sur le plan artistique avec de nombreux groupes capestériens qui ont la chance de se produire donc sur une scène avec cette haute notoriété. Et quand on voit qu'à côté il va y avoir donc Kalash, Rick Ross, Mr Vegas, Rachel Allison. Donc c'est dire que là nous aurons aussi donc des artistes donc ayant une dimension internationale. Et puis à cela il y a adjoint donc la sécurité, puisque nous avons voulu que ce soit une fête pour tous, donc avec des moyens déployés, services de sécurité privés, la police nationale, la gendarmerie qui sont bien entendu présents. On a sécurisé comment venir au festival en ayant plusieurs parkings, beaucoup plus loin que le festival, depuis d'Aster, depuis Bimao. Et en faisant tout ça, on pense que ça devrait bien se passer. L'implication de la ville dans ce festival offre des opportunités de travail aux jeunes locaux. Ce mariage entre les organisateurs, les associations et les jeunes des quartiers avoisinants pour leur permettre aussi donc d'agir, de travailler sur ce site et de découvrir des métiers. On a essayé d'intégrer les jeunes au festival, d'accord. Alors on n'a pas été le plus loin possible, on a essayé de se concentrer déjà sur KPC, c'est important parce qu'on est sur leur territoire. Donc on a rencontré toutes les associations, dont 3P3S qui est l'association de Roseau et qui a fait un travail énorme en allant chercher tous les capestériens en leur demandant de venir travailler en amont, pendant et après le festival. Bon, on n'y est pas encore là après, mais le avant et pendant, là, et ils nous ont donné un beaucoup de main. Il y en a travaillé, il y a eu des bénévoles, il y en a qui vont travailler pendant le festival, qui vont être payés, bien sûr. D'accord, il y a un mix de ça. Ils découvrent de nouveaux métiers, ils sont là avec nous, ils ont été de bonnes propositions. Et il était important pour nous que ce festival-là, qu'ils aient l'impression qu'il leur appartienne. Grâce à ces efforts, les festivaliers peuvent profiter de l'expérience Kawikera One Love tout en tranquillité. Ben oui, c'est là le pari, puisque nous avons voulu donc permettre à l'ensemble de la population de pouvoir profiter de cet instant. Et nous le voyons, puisqu'encore régulièrement, cette semaine, j'ai eu à échanger donc, avec certains fans qui ne seront là que pour les Aiglons, comme d'autres qui ne viendront que pour Kalash. Mais tous ces publics se retrouveront au même instant donc, sur cette belle plage de Roseau et donc pourront aussi donc, échanger sur ces différents styles de musique. C'est ça la beauté de la Kawikera One Love. Que ce soit en dansant au rythme des performances musicales, en découvrant l'art culinaire, la culture locale ou en se réunissant pour célébrer l'amour et l'unité, le festival Kawikera One Love offre une expérience inoubliable dans un environnement chill. You down, my friend. It was a misunderstanding. So if I took it for granted, then I promise from today I go jump like I never jump, wave like I never wave, wine like I never
juste un petit coup d'œil sur la musique avant de retrouver Manjipon, puisque vous avez un groupe qui existait il y a quelques années qu'on avait beaucoup aimé, les Fugees. On va retrouver un petit focus sur ces Fugees dans le ZZ Good Nostalgie. C'est un groupe de musique hip-hop américain avec une Lauryn Hill qui est d'origine jamaïcaine, avec aussi des Haïtiens. Ils avaient créé un premier groupe qui s'appelait The Score, et puis après le groupe est devenu ce qu'on sait, Fugees, et puis Fugees a disparu malheureusement, mais ils ont interprété de très beaux morceaux, notamment le No More No Cry de Bob Marley, le Killing Me Softly de Roberta Flack, qui ont été de gros succès. Lauryn Hill, je le rappelle, était au festival Terre de Blues il y a de cela 3 ans. Je ne sais pas si on a le temps d'écouter un petit extrait de la musique. Non, pas tout de suite, oui? On a le temps? Ah non, un petit extrait, c'est parti. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Yo, this is why Clef Refugee cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time. Hey yo L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my Fugees, No Woman No Cry, et aussi Killing Me Softly, la chanson de Roberta Flack. On va parler de costume de Guadeloupe, de jupe chemise de Matador. Et où là, ça sortit, ben justement, Manjipon, quand il explique nous ça. Générique, c'est parti. Manjipon, bien bonjour. Dans les précédentes émissions, nous avons déjà parlé de Robaco, Grand Robe. Nous avons déjà parlé de Rogaco d'Apparat. On a parlé aussi de la robe à guimpe et de la coiffe chaudière. Et aujourd'hui, nous allons parler de costume jupe-chemise. Jupe-chemise. Voilà. Alors, le costume jupe-chemise, on en parle maintenant parce qu'au départ, c'était un costume simple. Mais on verra, au fur et à mesure, il est devenu tellement sophistiqué qu'aujourd'hui, on peut le classer parmi les costumes d'apparat. Alors, à l'époque, cette société était une société de l'apparence. Tu me diras, encore un petit peu aujourd'hui. Oui. Mais cette apparence, elle était tout parce qu'elle catégorisait, elle montrait à quelle catégorie tu appartenais, quelle était ta richesse. Et les livres de couleurs qui apparaissent dans le nouveau paysage colonial de l'époque, eux, ils sont libres, ils sont de couleur, en même temps, on ne leur reconnaît pas tous les pouvoirs. Et cette nouvelle catégorie d'individus ont tout à créer et aussi leur costume. Donc, ce costume jupe-chemise, au début, était spécialement porté par les libres de couleur. C'était une simple chemise, toute longue, et une jupe. Mais alors, pourquoi on dit que ça a des consonances hispaniques? Alors, avant d'arriver à cette consonance hispanique, cette chemise toute simple va au fur et à mesure évoluer pour devenir un corsage à volant, à dentelle, à serpentine, à petits boutons d'or et à un jupon. On verra que d'un corsage simple, on va le complexifier
pour que chaque femme puisse se distinguer d'une autre femme et surtout montrer son pouvoir financier. Plus mon corsage et mon jupon seront sophistiqués, plus ils auront besoin d'expertise pour leur confection, plus il sera cher. Et plus en arborant une telle tenue, je dis que j'appartiens à une classe sociale qui a les moyens. Donc le costume prend toute sa dimension de symbolique. Il n'est pas seulement un élément pour couvrir une nudité, mais le costume prend toute sa dimension symbolique et devient instrument à la fois social et politique. On n'oublie pas que ces livres de couleurs souvent étaient confrontés aux lois somptuaires. Ces lois qui t'interdisaient de trop t'habiller, d'être trop beau, d'utiliser certaines dentelles, d'utiliser certains tissus. Et plus le costume va devenir sophistiqué, plus, en fait, il va être en opposition avec ces lois somptuaires. Donc, il va être, si tu veux, un élément de désordre. De rébellion, absolument. De désordre à l'ordre social, de rébellion, d'affirmation du soi, et dire, ma foi, vous m'interdisez, mais voilà ce que j'en fais de ce costume. Donc, le costume jupe-chemise, le costume de la matado ou le costume doudou, ce sont beaucoup d'appellations pour le même costume. Il concentre en lui tous les éléments de la contestation et surtout de l'affirmation de ce qu'on est. Donc, ce costume, il est composé, comme son nom l'indique, d'une chemise et d'une jupe. La chemise, j'ai précédemment dit qu'elle devenait de plus en plus sophistiquée. Donc là, on voit, avec une nouvelle mode qui apparaît, le col bateau. Donc c'est ce petit corsage qui va laisser, comme porte la dame là, qui va laisser apparaître les épaules, plus ou moins les épaules, il va descendre plus ou moins bas dans le dos, selon ce que la dame a affirmé ou il veut dire. Voilà. Donc cette dame, tu la connais, Danick? Donc, on dirait que je la reconnais. Et la jupe qui se portait à l'époque au départ très haut sur la poitrine, va être composée entre 6 et 7 mètres. Ah oui, à l'époque, comme les lèzes étaient assez étroits, donc il arrivait que certaines dames puissent mettre ensemble 11 motifs différents pour composer leur jupe, seulement la jupe. 11 motifs différents. Donc là encore, on était complètement en opposition avec cette monochromie dans le style, cette rigueur, cette sagesse dans les couleurs, complètement en opposition. 11 motifs différents, des couleurs chatoyantes, criardes, et surtout, ce costume-là, il avait un rôle, je dois être vu. Donc la jupe était très large, elle est devenue de plus en plus large jusqu'à devenir une jupe monumentale. Donc la dame se présentait un petit peu comme une statue avec les jupons. Donc plus j'ai les moyens d'acheter du tissu, plus ma jupe est ample et plus cela signifie que j'ai les moyens. D'accord. Alors, il y a aussi les bijoux qui accompagnent cette jupe. Absolument. Alors, le bijou n'est jamais très loin du costume créole. On ne peut pas dissocier le bijou du costume créole. Il fait partie de ce costume créole. Et le code vestimentaire de l'époque implique que le cou, les poignets de la dame puissent disparaître sous une cascade de bijoux, sous un ruissellement d'or à peine discipliné. Donc, la petite histoire raconte aussi que ce collier grain d'or, c'était un bijou évolutif. Donc, la dame, au départ, avait 1 ou 2 grains, on lui offrait 1 ou 2 grains, et au fur et à mesure, elle allait patiemment collecter ces grains, qu'elle allait ensuite enfiler sur une chaîne d'or et y ajouter un fermoir. Ce collier grain d'or pouvait atteindre quelquefois 7 mètres. 7 mètres. Oui, il faisait plusieurs tours où le cou de la dame était complètement perdu sous ces grains d'or. Mais c'est vraiment de l'or? À l'époque, c'était vraiment de l'or.
À l'époque, c'était vraiment de l'or. C'était une façon, c'était un fonds d'investissement à l'époque, le bijou. Et de l'or massif. Les grains étaient en or massif, ils n'étaient pas creux. Donc, alors tout à l'heure, tu me parlais des consonances hispaniques. Oui, parce que déjà, matador, matador veut dire tuer. Oui. Donc, ça veut dire, alors, il n'y a aucune ambiguïté. Oui. Ça veut dire que la dame, lorsqu'elle entrait en scène avec son costume de matador, elle venait avec une seule intention, celle de tuer. Je ne sais pas tuer qui, mais ceux qui sont morts savent qu'ils ont été tués. Donc, c'est le foulard porté sur l'épaule, dans le dos, ou complètement accouché à une épaule, rappelle cet héritage hispanidant du matador. Et ce foulard, il pouvait être simple, mais quelquefois brodé de fil d'or, et quelquefois même on pouvait y avoir des incrustations de pierres fines, tout qui allait composer la décoration du foulard. Donc là encore, on pouvait avoir les extravagances les plus extrêmes, à la fois dans le corsage, dans la jupe et aussi dans le foulard. Alors, il était porté par toutes les femmes de la société, sauf les blanches. Oui. Alors, donc, la mulâtresse en costume jupe, chemise, c'est alors, ça serait bien qu'on puisse avoir les photos. Oui, est-ce qu'on a la photo? Voilà. Alors, la mulâtresse en costume jupe chemise, sa jupe est une autre version de tout à l'heure. Donc, vous voyez, la jupe a une traîne comme une mariée. Et la jupe est complètement doublée. Ce qui fait qu'en une jupe, tu dépensais le tissu. Il y a un jupon sous la jupe. Non, pas la jupe. Il y a le jupon. Oui, c'est le jupon. Oui. Mais la jupe en elle-même, elle est doublée de satin. Donc, en fait, tu dépensais l'argent de deux jupes. Oui. La jupe et la partie qui allait doubler. Donc, là encore. Et puis, il n'était pas de mon temps de se faire brunir par les griffures du soleil. Donc, la mulâtresse porte ombrelle, bijoux, et regardez, son décolleté est largement avantageux. Et petit ruban de satin. Le ruban de satin, à l'époque, était rare, donc forcément cher. Et ce ruban de satin, il est parfois remplacé par une chaîne en or, ou le corsage lui-même, les petits boutons, ce sont des petits boutons réalisés par des orfèvres de l'époque qui représentaient une fleur ou tout simplement l'insigne de la famille de la dame. Donc, avec la coiffe voile au vent. Donc, la coiffe voile au vent, un petit rappel à ma coiffe, la queue se porte derrière et Marie-Hélène a osé un nouveau style en faisant apparaître la queue de ma coiffe sur les côtés. Je vois d'ailleurs sur la photo, c'est la même coiffe qu'on a. C'est absolument, je l'ai mise à dessin aujourd'hui. Alors, c'est une coiffe que j'ai portée lors de la dernière manifestation de l'Académie du Cas, en dimanche au commandement, à l'occasion de la fête des grands-mères sur la place de la Victoire. D'accord. Bien, jupe chemise, on va s'en souvenir. Oui, je rappelle, donc il fallait 7 mètres quand même. 7 mètres, 6 à 7 mètres. Donc voilà, on a une autre version, donc le costume doudou. Et là, la dame, on voit qu'elle a un corsage à 3 volants. 3 volants de dentelle différentes. Voilà, 3 volants de dentelle. Des manches très amples. Et puis, même, il y a une cascade de dentelle aux manches et toujours ce foulard hispanisant sur les côtés, brodé. Et avec la petite fille, parce que l'héritage du costume se transmet très tôt. Et on apprenait aux petites filles très tôt à être déjà belles. Elles étaient fières d'être aussi belles que les mamans. Donc ça se transmettait. Donc mesdames, à vos costumes doudous et n'ayez pas peur de tuer. Non, on n'a pas peur. En tout cas, merci. Voilà, un dernier sujet. On va partir à Paris pour l'inauguration d'un stade au nom de Marie-Josée Pérec à quelques semaines des Jeux Olympiques. C'est aussi un petit appel du pied. On regarde ce reportage de Maurice Cessé. C'est parti. C'est une belle journée. En plus, il y a le soleil de Guadeloupe, donc c'est juste extraordinaire. C'est une journée avec beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs qui remontent. L'INSEP, en fait, c'est mon adolescence. C'est aussi là où je prends conscience que en fait il y a quelque chose à faire dans le sport. De revenir, de revoir en fait les potes, justement de ces années-là. C'est encore plus fort. C'est encore plus fort et pour moi c'est vraiment
une très belle reconnaissance parce que au début c'était pas on aurait raconté en fait à quelqu'un ce parcours à cette époque, personne n'aurait signé et moi la première. Donc tout ça et je trouve que c'est beau et ça montre aussi que l'humain en fait quoi qu'il se soit passé avant dans votre vie, en fait on est tous capables d'exceller, de faire quelque chose, de partir de loin avec beaucoup de handicap. On y arrive. Donc pour tout ça, je suis fière, je suis émue, je suis comblée et je me dis en fait ça arrive aussi sur cette année qui est vraiment importante en fait pour les jeux, pour les jeunes qui vont se présenter. Je trouve que ne serait-ce que quand on arrive ici et qu'on voit cette photo, moi je l'ai choisie avec toute l'équipe ici à l'INSEP, je trouve en fait que c'est inspirant d'avoir ce beau drapeau bleu, blanc, rouge. Ça rappelle en fait pourquoi on est là. Et puis on voit que c'est en fait une victoire. Donc en fait ça va donner de l'énergie en fait aux jeunes. Alors c'est bien que la piste, en fait, quel est mon nom, je trouve ça magnifique, mais je trouve que la photo, en fait, elle parle d'elle-même, parce que quand tu fais des séances ici et que tu es au bout de ta vie, que tu as déjà vomi, que tu penses que le curseur, ça y est, tu l'as atteint, et moi, je trouve que cette photo, en fait, il y a quelque chose de fort dedans et si on a encore un tour à faire, on trouve l'énergie pour le faire. Donc pour tout ça, je dis c'est génial et puis cette piste en fait, elle est aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus performant. Donc ça va carrément avec cette belle carrière. Voilà, et un dernier petit coup d'œil sur le retour des jeunes. On parle toujours de sport. Des jeunes Guadeloupéens du MIC qui étaient partis en Espagne pour participer à un tournoi de foot. Reportage Maxime Morel à leur arrivée. Séjour d'ensemble totalement satisfaisant, que ce soit sur le plan humain. Franchement, les enfants ont passé des moments incroyables. Je pense que ces souvenirs vont rester gravés à vie. D'un point de vue sportif, on est globalement satisfait. En phase de poule, on fait 2 victoires, 1 défaite. Ensuite, en 16e, malheureusement, on perd 4-2 sur un match qu'on aurait pu mieux négocier. Donc, on est un peu frustré sur ce point de vue-là, mais on est encore dans l'apprentissage. C'est la première fois qu'on voyage avec les jeunes. Donc, ça a été une belle expérience, mais les résultats n'étaient pas ce qu'on souhaitait. Mais quand même, on a beaucoup appris. On a vu qu'il y avait du travail à faire sur les points techniques et les points tactiques aussi, au niveau des placements. Donc on a des éléments pour pouvoir s'appuyer, pour poursuivre le travail en Guadeloupe. La qualité des joueurs, des équipes, donc ça permet de voir sur quel axe travailler et ce qu'il y a à faire encore pour qu'on puisse faire progresser nos gamins. Les enfants ont appris. Par exemple, la défaite qu'on a prise là, en phase de poule, c'était contre Southampton. Donc une équipe professionnelle, donc on a pu voir l'écart de niveau. Il voit que maintenant il faut se mettre au travail, il faut écouter les coachs et même un bon apprentissage pour moi-même. Donc voilà, on a pu voir ce qui se passe en Europe au plus haut niveau, on va dire. Il ne faut pas se décourager, il faut prendre le plaisir, il faut travailler. C'est bien les gars, tranquille, c'est l'expérience. Je trouve que le voyage était vraiment très bien. On a pu partager de belles expériences, on a appris. Et on va essayer de faire mieux pour revenir dans un autre tournoi international. Il y a beaucoup de travail à faire en Guadeloupe, que le niveau est vraiment très bas comparé aux autres pays. Donc il va falloir encore travailler encore plus dur pour rattraper leur niveau et avoir une chance d'avoir juste leur niveau. Je suis très fier, ils ont joué. Et puis je suis content pour eux parce que ça leur a permis de grandir. Là, on va analyser les choses, discuter avec eux pour savoir si on a eu le même ressenti et pour leur expliquer sur quel axe on va travailler et ce qu'on attend d'eux aussi. Et le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine. Voilà, c'est avec ce reportage qu'on va boucler le ZCL d'aujourd'hui. Je rappelle qu'on a reçu au début du ZCL Victor Venutolo, le nouveau président de la CPME. On a reçu ensuite Luc Jean-Marie, le président de l'association Nouvelle Voix, qui vous convie à cette manifestation, une conférence sur le foncier en Guadeloupe. Ce sera donc le vendredi 12 à la médiathèque de
du Lamentin avec des personnalités, Rosan Mounien, le maire président de l'association des maires, et aussi le vice-président de la région, monsieur Jean-Marie Hubert. Et puis on a terminé avec José Turlepin, Mangipon. Et on a parlé de quoi aujourd'hui? De jupe, chemise. Du costume, jupe-chemise. Jupe-chemise et les origines un petit peu espagnoles de tout ça. C'était pas mal. Et c'était à voir, et c'était vraiment de très beaux vêtements. Et puis, il y a une belle Marie tête de là. Elle nous a expliqué au début ce que c'était. Sinon, l'actualité, c'est le nouveau maire de Gosier. Contrairement à ce qu'on pensait, c'est une femme. Madame Montout, qui est devenue maire hier soir avec une séance assez houleuse que vous avez pu suivre en direct sur le canal. Olivier Félix était au cinéma pour cette première soirée de Tous en bleu pour les enfants autistes. Ils en ont besoin. Eux aussi, il ne faut pas les oublier. C'était au Cinestar. Sonny Whipper, c'est le nom de la nouvelle résidence qui a été inaugurée hier à Pointe-à-Pitre. Et puis, nous sommes partis voir un petit peu quoi One Love, ce qui s'est passé ce week-end à Capesterre. Et puis, ces jeunes Guadeloupéens qui étaient partis jouer en Espagne pour un tournoi de foot. Et puis là, aujourd'hui, le focus était sur le groupe Fujis. Fujis, c'est un groupe qui a bien fonctionné dans les années 90, au début des années 90, avec Lauryn Hill notamment, et qui a un petit peu disparu. Mais on a écouté un petit extrait de Killing Me Softly, une très belle chanson de Roberta Flack. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à partir de 12h30 dans le ZCL. Merci encore, José. Merci. À dans notre soleil. À tantôt. Sans la pluie. Voilà, c'est parti.